Monseigneur, mesdames et messieurs les membres du clergé, mesdames et messieurs les maires, élus municipaux, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, en charge notamment des conservations des monuments historiques et tous les partenaires qui ont accepté de se joindre à cette journée. Je suis ravi de vous accueillir à Angerville, aux portes de l'Essonne, alors que ce soit pour y entrer ou pour sortir. Donc merci d'être ici, à la confluence de la région Centre-Val de Loire. Je discutais tout à l'heure avec Monseigneur qui a bien connu l'Eure-et-Loire, puisqu'il y était avant de nous rejoindre, donc on a pu parler de ces enjeux de ruralité. Et quand on parle de ruralité, quand on parle de notre patrimoine, on pense à nos communes, les 36 000 communes en France, mais aussi parce qu'une commune sans son église n'a pas tout à fait la même âme dans notre pays, eh bien on pense à notre patrimoine religieux et on pense à ce qu'il renferme. Et nous savons aujourd'hui, hélas l'actualité nous rappelle combien assez récemment il est important que de sécuriser, protéger ce qui constitue notre patrimoine, que ce soit à base d'objets cultuels mais qui incarnent pour autant une dimension culturelle. Il est important que toutes et tous les acteurs, à la fois propriétaires, affectataires et toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent et nous encouragent aussi à entreprendre ce travail de restauration et de protection, eh bien nous puissions aujourd'hui avoir ce temps d'échange pour comprendre les rôles des uns et des autres, comprendre aussi ce qu'il est important et opportun de mettre en œuvre, comment on peut aussi se faire accompagner, bref, y être sensibilisé. Nous sommes toutes et tous dépositaires d'un héritage et nous avons, je n'en doute pas un seul instant, pour principale mission, quels que soient d'ailleurs nos domaines d'intervention, que de vouloir le transmettre pour que les générations qui suivront derrière comprennent d'où nous venons. Et c'est à travers notre patrimoine, qu'il soit encore une fois culturel, ou qu'il vienne aussi de ce que l'on appelle les traditions orales, c'est à travers tout cela qu'on comprend d'où l'on vient et donc, je le crois, on sait un peu mieux où l'on va. Donc merci à tous et très bonne journée de travail. Mesdames et messieurs les élus, les prêtres, les responsables, enfin les membres d'équipe animatrice qui sont là, bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation, là aussi très bref. Vous savez que nous vivons dans la République française et que dans le cadre de la République depuis 1905, nous sommes dans un régime de séparation des églises et de l'État, mais que cette loi de séparation ne veut pas dire qu'on s'ignore. Ne serait-ce que parce que toutes les églises construites après 1905, y compris celles qui ont été construites après, mais sur dommage de guerre d'églises, appartiennent aux communes ou appartiennent à l'État, comme beaucoup de cathédrales, ce qui veut dire qu'elles sont affectées selon les lois de la République. Et le terme d'affectation n'est pas un terme de l'Église, hein. C'est un terme de la République. Elles sont affectées gracieusement et perpétuellement au culte catholique. Enfin, c'est facile, mais après, ça veut dire que nous sommes forcément à avoir des jeux de relations, parce qu'il faut se connaître. Il y a des questions de propriété, il y a des questions de sécurité, il y a des questions tout simplement de bon relationnel, puisque y compris la communauté catholique qui se rassemble dans une église, elle est aussi faite de citoyens. Hein, donc, voilà, en tous les cas, nous allons travailler sur voilà, pas simplement, voilà, essentiellement à partir des objets conservés dans les églises, qu'il ne faut pas simplement conserver dans des placards, hein, mais comment les veiller sur eux, mais à partir de là, regarder d'une manière plus large hein, sur toutes les questions à la fois de conservation, de sécurité. C'est pour ça qu'un certain nombre d'intervenants hein, au niveau du département vont nous donner à la fois des informations, vont nous donner des clés de compréhension, y compris nous aider à voir à qui on peut faire appel quand il y a un problème, quand on a besoin d'un conseil, pour ne pas penser tout seul, comme si chacun d'entre nous était chargé de trouver toutes les solutions à toutes les situations qui se posent. Merci, et puis nous enchaînons tout de suite. Alors, juste un petit mot pour cette journée, pourquoi on vous a invité à cette journée. Elle répond à plusieurs demandes de maires et d'affectataires d'églises concernant les objets mobiliers, concernant notamment ces objets qui bénéficient d'une protection au titre des monuments historiques. On nous demande souvent aussi des questions, quelles institutions s'occupent de ces objets mobiliers, que dois-je faire si je veux prêter des objets pour une exposition, que dois-je faire si je souhaite restaurer un objet, que dois-je faire en cas de vol ou de disparition d'un objet. On va essayer de répondre à toutes ces questions. C'est ce que nous allons voir au travers de 6 communications
relativement court. Voilà, nous allons pouvoir commencer avec la première intervention avec Colette Aymard, qui est conservatrice des monuments historiques à la DRAC Île-de-France, donc la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, que certains connaissent déjà, qui va nous expliquer un peu quels sont les rôles et les missions de cette DRAC. Bonjour messieurs, dames, bonjour messieurs et mesdames les maires, représentants divers des collectivités locales, bonjour messieurs, mesdames des représentants aussi des églises et des curés. Je vous remercie tout d'abord monsieur Mitterlauser de nous accueillir dans cette salle et de permettre l'organisation de cette réunion. Et je connais tout son investissement patrimonial pour beaucoup de chantiers. Je remercie aussi Monseigneur Pansard pour sa présence qui montre l'investissement de l'Église pour le patrimoine, quel qu'il soit, mais aussi bien évidemment pour le patrimoine religieux. Alors donc je suis Colette Aymard, conservatrice des monuments historiques à la DRAC. Alors attendez, où est-ce qu'il est le petit? D'accord. À la DRAC Île-de-France. Donc c'est un service déconcentré du ministère de la Culture en région, c'est-à-dire que la DRAC Île-de-France est placée sous l'autorité du préfet de région. À l'intérieur, vous constatez qu'il y a différents services culturels, théâtre, danse, cinéma, etc. Et parmi les services patrimoniaux, le musée, le service régional de l'archéologie et bien évidemment la conservation régionale des monuments historiques que je représente. Ces services sont chargés de faire respecter la législation et d'exercer aussi une mission de conseil et d'expertise auprès de tous les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, c'est-à-dire les collectivités, les diocèses, les propriétaires privés. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes aussi des organismes, pas seulement de contraintes, mais aussi d'aide. La CRMH fait donc partie des services de la DRAC. Elle est chargée de recenser, protéger et restaurer les monuments historiques. Si on simplifie cet organigramme, il y a le DRAC, donc le directeur régional, Édouard Delumlay, qui vient d'être nommé, l'adjoint délégué au patrimoine. Je vous montre un peu l'organisation un peu et le fonctionnement, de manière à ce que vous compreniez un peu comment fonctionne la DRAC. L'adjoint délégué au patrimoine, donc Olivier Perratou, le conservateur régional des monuments historiques, Philippe Dresse, et pour chaque département, un conservateur des monuments historiques en charge du patrimoine monument historique existant ou en devenir. Je suis ainsi en charge de l'Essonne et en charge les immeubles et les objets, tant pour la protection que pour la restauration. Pour vous donner une idée de la charte de travail d'un conservateur, j'ai en charge l'Essonne, le Val-de-Marne, le 13e arrondissement, le 5e, le 6e et la basilique Saint-Denis, juste pour vous donner une idée. Donc il faut prendre un rendez-vous assez tôt si vous pouvez, et je suis disponible par téléphone essentiellement. Donc vous aurez mon numéro de téléphone, j'essaierai de le transmettre à tous ceux qui le souhaitent. C'est un portable, ne laissez pas de message, essayez de m'appeler, surtout entre midi et 2 et le soir. Alors, c'est à ce titre que je chapeaute la conservation des antiquités et objets d'art de l'Essonne, qui se situe aux archives de Charmerande. Les CAOA et CDAOA sont les agents de l'État, puisqu'ils sont nommés par arrêté préfectoral. Il faut bien savoir que c'est un travail qui est sur la base du volontariat. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires à temps plein, ils font ça dans le cadre d'autres activités. Ils ont d'autres activités en même temps. Cette mission existe depuis la loi du 9 décembre 1905, dite de séparation des églises et de l'État. Cette loi a des implications sur la propriété des immeubles, mais aussi sur celle du patrimoine mobilier du culte catholique, comme vous l'a rappelé Monseigneur. C'est pourquoi il y a eu création par le décret du 11 avril 1908 de la mission de conservateur départemental des antiquités et objets d'art. C'est un décret qui date du 19 octobre 1971 qui indique leur mission. Et suite à la déconcentration des décisions administratives dans le domaine de la culture, le décret du 15 juin 2020
modifie ce décret de 1971 et prévoit que les CAOA et CDAOA sont désormais nommés par le préfet de région, après avis du conservateur régional des monuments historiques et consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Donc vous voyez, c'est tout un processus. Avant, ils étaient nommés par décret ministériel. Cette mission n'est pas simple, car les objets sont de toute nature, des tableaux au patrimoine scientifique de l'école polytechnique, en passant par les avions, les trains, les cloches, les harmoniums. Il s'agit d'un patrimoine qui peut être encore utilisé, mais il peut être aussi abandonné dans vos combles. Il y a aussi une multitude de propriétaires. Difficulté aussi à cerner qui est le propriétaire de quoi. C'est donc un patrimoine particulièrement fragile et menacé, et pourtant qui constitue notre histoire. Alors, comment est constituée la conservation des antiquités et objets d'art? Elle est constituée d'un CAOA. Alors pour l'instant, il n'y en a pas encore en Essonne, mais ça va être sans doute Madame Masson, Agnès Masson, directrice des archives de l'Essonne, qui va être nommée CAOA, et de 2 CDAOA, donc conservateurs délégués des antiquités et objets d'art, donc Dominique Bassière, qui vient de vous parler, et Sylvain Duchesne, qui sera un des intervenants par la suite, que vous connaissez sans doute. Ce sont vos premiers interlocuteurs dans les départements. Revenons aux missions de la CRMH pour les objets. Elles sont définies par le Code du patrimoine, et plus précisément par les articles L622, 1 à 23. Ça commence de 1 à 19 pour tous les objets classés. La mission, c'est tout d'abord de protéger. En effet, la CRMH doit contribuer à la protection des objets qui présentent un intérêt du point de vue de l'histoire de l'art, des sciences ou des techniques. Donc n'hésitez pas, vous avez un cercueil en bois qui vous semble ancien, vous avez une horloge qui traîne, faites attention à ces objets, ils peuvent être peu précieux. Un objet peut être inscrit s'il présente un intérêt patrimonial suffisant, c'est-à-dire que son intérêt se juge à l'échelle locale ou régionale. Il peut être classé s'il présente un intérêt public, c'est-à-dire si son intérêt est majeur, et c'est-à-dire que là son intérêt est estimé à l'échelle nationale. Pour toute demande de protection, c'est la conservation des antiquités et objets d'art, donc avec M. Bassière et M. Duchesne, qui est votre premier interlocuteur. Les CAOA et CDAOA effectuent les premières recherches et on en parle ensemble, parce qu'en effet, je chapeaute la conservation des antiquités et objets d'art. Et détourner CAOA, CDAOA et CRMH, donc avec moi, sont effectués, ils me montrent les objets et on discute, on voit s'il peut y avoir validation pour un passage en commission régionale du patrimoine et de l'architecture, c'est-à-dire donc pour passage en vue d'une protection. On discute aussi du niveau de protection, bien évidemment. Ils sont chargés des premières recherches, mais vous verrez tous tout à l'heure, Sylvain va vous en parler. Une fois cette validation obtenue, la demande de protection peut être effectuée, parce qu'ils ont besoin de ma validation pour passer un dossier. La demande de protection peut être effectuée et déposée en bonne et due forme à la cellule de la CDAOA par le propriétaire, parce qu'en effet, il faut certains papiers, notamment l'accord du propriétaire. Il faut aussi vérifier si le dossier est complet avant de passer et avant de passer en commission régionale de l'architecture et du patrimoine. Alors, comment se passe l'instruction? Pour une inscription, le dossier passe en commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Vous avez ici la composition de la CRPA. Il y a 27 membres, avec des membres nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans, des membres de droit au nombre de 4. Il y a notamment 2 conservateurs du patrimoine, dont au moins un de la spécialité monument historique, un architecte des bâtiments de France, un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationale. Des membres titulaires d'un mandat électif local, au nombre de 6,
des associations de sauvegarde du patrimoine, en nombre de 6, telles que la Fondation du patrimoine, de l'Or historique, mais aussi l'Institut international de conservation, 6 personnalités qualifiées, dont au moins 2 conservateurs des antiquités et objets d'art, un représentant d'une commission diocésaine d'art sacré, parce qu'ils sont importants, un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel. Alors, comment se passe la procédure? Le dossier de protection est présenté par le CAOA ou le CDAOA en commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Le conservateur émet un avis, un inspecteur des monuments historiques, actuellement Madame Hélène Lebedel, émet ensuite son avis, et ensuite il y a débat entre les membres, et en règle générale, l'avis du conservateur est suivi par la commission puisqu'il est censé être un avis éclairé. La CRPA émet alors un avis par rapport à l'avis du conservateur des monuments historiques. Elle peut déjuger sans problème, hein, il n'y a pas de... Et donc c'est un avis consultatif qui est pris, et c'est le préfet qui prend la décision finale. Et en général, le préfet suit l'avis émis par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. L'arrêté d'inscription est donc un arrêté préfectoral, il faudra bien ça. Si l'objet est du niveau du classement et que j'ai émis dans mon avis la possibilité de le classer, la CRPA doit aussi voter favorablement pour le passage en commission nationale des monuments historiques. Donc il faut voir si son intérêt est public. Il y a deux CRPA, c'est pas environ, il y a 2 CRPA par an pour la protection des objets. La première a lieu en avril-mai et la seconde en novembre-décembre. Le dossier, s'il y a avis pour qu'il passe en CNPA, donc en Commission nationale des monuments historiques, le dossier passe en Commission nationale et il est présenté par mes soins ou par le conservateur MH en charge si je suis parti à la retraite. Et il fait l'objet, entre le passage en CRPA et le passage en CNPA, de recherches complémentaires, de comparaison avec d'autres objets de la même typologie, du même artiste ou du courant, afin de montrer son exemplarité ou sa spécificité. Là encore, j'émets un avis, ainsi que l'inspection générale des monuments historiques. Après discussion et réponse aux questions posées par les membres, la CNPA vote. Et il en est de même que pour la CRPA, donc vous avez un avis consultatif, et c'est le ministre, là par contre, qui décide, puisque l'arrêté est un arrêté ministériel. Comme vous l'expliquera Sylvain Duchesne, la demande de protection peut faire suite à un récollement des CAOA, CDAOA, effectué dans vos locaux. Ce n'est pas seulement vous qui pouvez proposer à la cellule de conservation des objets, mais c'est aussi nous, lorsqu'on a des récollements, qui pouvons voir des objets. Donc, il y a possibilité de voir des objets qui pourraient prétendre à une protection, et après en avoir parlé ensemble, bien évidemment, on en parle avec vous, avec le propriétaire, de manière à savoir si vous voulez, si vous acceptez qu'une demande de protection soit prise pour cet objet qui nous semblerait remarquable. Alors, quels sont les avantages et les contraintes de la protection? Je commencerai par les contraintes. Les objets, s'ils sont protégés, cela signifie qu'ils sont identifiés comme faisant partie du patrimoine public. Ils seront donc obligatoirement suivis afin de ne pas être perdus de vue ou volés. La première contrainte, qui est aussi un avantage, c'est qu'il ne peut pas être déplacé sans avoir l'autorisation de la CRMH, qui doit aussi définir les modalités du déplacement. Cela peut être par exemple pour changer le lieu de dépôt, car l'objet est protégé en effet indépendamment de l'immeuble, et donc un objet qui est dans votre mairie pourrait ensuite être placé dans l'église ou dans une réserve si vous avez des problèmes dans votre hôtel de ville ou dans votre mairie, il pourrait être mis dans une réserve. Mais ce déplacement doit être validé par le conservateur des monuments historiques. Et ça signifie que le CRMH et la cellule de conservation des antiquités et objets d'art doivent être avertis du déplacement et on doit valider les modalités de ce déplacement.
Parce qu'on doit en effet dire si l'endroit où il va être stocké, l'endroit où il va être mis en place est adapté à la conservation de l'œuvre. De même, on doit voir si les conditions de transport, pas seulement de mise en réserve, les conditions de stockage, mais aussi les transports, les conditions hydrothermiques, si ces mesures sont suffisantes pour permettre le bon état de conservation. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est évident que la conservation régionale des monuments historiques peut bloquer ce déplacement, ce transfert. Et il en est de même pour un prêt. Ainsi, pour tout déplacement, prêt pour une exposition, la demande doit être effectuée auprès de la conservation régionale des monuments historiques qui doit valider. Elle doit valider soit par mail pour une mise dans une autre réserve, par exemple. Ça peut être assez rapide, vous voyez, il faut quand même insister, vous avez vu, je ne suis pas très souvent au bureau, donc insister s'il y a une urgence, mettez urgent en haut dans le mail, de manière à ce que je réagisse, parce que vous pouvez avoir une urgence, une fuite, des choses comme ça, ça peut être très important. Bien évidemment, vous avertissez la cellule de conservation des antiquités et objets d'art, parce qu'eux aussi vont réagir très rapidement. Soit par accord, donc vous mettez toujours en copie, tous, soit par accord formalisé par un avis de la DRAC pour tout prêt pour une exposition. Donc là, c'est un dossier à monter, et qui est, normalement, c'est l'emprunteur qui fait le dossier, et c'est l'emprunteur qui doit nous fournir les différentes pièces. L'avantage de cette procédure, c'est que vous bénéficiez du conseil scientifique et technique des CAOA et du conservateur des monuments historiques. Ainsi, pour une exposition, nous regardons si l'objet est en bon état. Si ce n'est pas le cas, on peut demander, par exemple, pour une exposition, c'est important, sachez-le, on peut demander, alors ça peut remettre en cause le prêt, mais on peut demander à ce que l'emprunteur prenne à sa charge la restauration de l'objet. Donc une exposition peut vous permettre de restaurer, parce qu'à ce moment-là, je mettrai dans les conditions du prêt de l'exposition, ne peut être prêté que s'il y a restauration, par exemple de la peinture ou du cadre. Vous voyez, hein, donc ça peut servir, en tout cas, ces préconisations servent donc au bon entretien de l'objet. La deuxième contrainte, c'est que toute restauration doit être validée par la conservation régionale des monuments historiques. Aucun travaux donc, sur l'objet ne peut être effectué sans l'accord de la conservation régionale qui valide pour tout objet classé le restaurateur et ses compétences. Et au titre du CST, au titre du contrôle scientifique et technique, on valide le protocole pour les objets inscrits et classés. Donc, pour les objets inscrits et classés, vous avez un protocole qui est validé, alors que pour les objets classés, il y a aussi validation du choix du restaurateur. On est beaucoup plus précautionneux. Il faut donc, avant toute formalisation de la demande de protection par le CERFA adapté, donc vous avez le numéro ici, c'est le même CERFA qui valide, qui doit être déposé pour des travaux sur immeuble. Ou c'est le même CERFA qui valide les travaux sur immeuble inscrits ou classés, objets inscrits ou classés. Un seul CERFA. Donc c'est assez facile. Il faut donc, avant de déposer ce CERFA, si possible, se rapprocher de la cellule de conservation, de moi, de manière à ce qu'on voit si le dossier, si le restaurateur convient, et de manière à ce qu'on ait un avis. C'est-à-dire qu'il faut me fournir avant la dépose de la demande de travaux des devis. Si possible, de 3 différents restaurateurs. Alors je sais que c'est difficile d'en faire venir 3, mais il faut que vous ayez un avis comparatif. Et je vous dirai à ce moment-là, je vous répondrai en vous disant quel est le mieux disant, le moins disant, et ainsi vous pourrez faire votre choix. C'est le propriétaire qui décide au final, mais il doit tenir bien évidemment compte de l'avis du conservateur. Voici comment se déroule la procédure. Il y a dépose du CERFA avec le devis choisi, après avoir été vu en amont.
Un avis technique du conservateur sur les CERFA est transmis au conservateur régional, ça c'est ce qui se passe en DRAC, et il y a validation ou refus du conservateur régional sur le CERFA et sur votre dossier. Alors faites attention, quelquefois vous avez l'opportunité de bénéficier d'une subvention de la région ou d'une aide d'une association ou d'un mécène. Cependant, la procédure reste la même. Vous devez passer avant par la validation de la CRMH de l'autorisation de travaux. Ne l'oubliez pas, parce que bien souvent vous dites ah oui, mais j'ai obtenu l'argent, comment je fais maintenant? Mais oui, l'autorisation n'a pas été donnée, et quelquefois, nous, il faut qu'on juge, et quelquefois vous espérez avoir des subventions de la DRAC en même temps, et si nous, on ne vous a pas programmé dans notre budget, ça ne marchera pas, parce que vous n'aurez pas le budget total pour faire vos travaux. Dans le même temps, la demande de subvention peut être faite. Elle doit être faite avant le début des travaux, avant les OS, avant les ordres de service. Donc il faut la faire avant de signer tout contrat. Et c'est le même CERFA qui doit être rempli. Il ne s'agit pas d'un droit, faites attention, mais d'une possibilité en fonction du budget disponible et des priorités de la CRMH. Vous connaissez les conditions actuelles. Vous pouvez prétendre à 20% sur les inscrits, 40% sur les classés. Juste pour vous donner un ordre d'idée, pour toute l'Île-de-France, le budget pour les objets est d'environ 150 000 €. C'est donc très faible. Toute l'Île-de-France. Départements éloignés, départements proches, Paris. Il a été de 132 000 en 2025. Et on peut tabler pour 2026 pour l'Essonne entre 15 000 et 20 000. Comme il s'agit normalement, en DRAC, on ne donne pas de subvention pour des petites sommes. Mais pour les objets, on a réussi à obtenir que le Bureau des affaires financières accepte des petites sommes, parce que vous pouvez avoir des sommes de 3 000 €, ce qui fait 20% de 3 000 €. Pour un gestionnaire, le travail est le même, que ce soit pour 1 million d'euros ou pour 3 000 €. Donc le Bureau des affaires financières et l'État ont accepté pour les objets de donner des petites sommes. Alors ces sommes peuvent être surtout assistées, parce que c'est 20% pour les inscrits, 40% pour les classés. Et quelquefois on tient compte de la taille de la commune, de ses capacités financières, et on peut faire quelquefois un effort. Donc il faut vraiment que vous discutiez avec nous. Je vais vous donner les personnes aussi ressources tout à l'heure. Alors, il y a donc ces budgets pour les objets passent au titre du fonctionnement, puisqu'il s'agit de petites sommes, mais pour des objets plus conséquents, tels que restauration sur les orgues, tels que restauration de trains, de wagons. Là, il va y en avoir un pas chez vous, pas en Essonne, mais à Drancy pour 40 000 €. Donc trains, avions, péniches, orgues, d'autres types de... Alors là, on passe en investissement. Donc on est proche de restauration immeuble. Le montant que je vous ai donné, les montants que je vous ai donnés sont des montants qui sont sujets à caution et ils seront certainement en baisse par rapport pour l'année prochaine. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes de travaux de restauration en Essonne ne cessent de diminuer depuis ces dernières années. Donc n'hésitez pas. On essaiera vraiment, c'est pour ça que aussi sans doute que cette réunion a lieu, c'est qu'on souhaite vraiment qu'il y ait un renouveau du dynamisme pour les restaurations en Essonne, et il faut vraiment profiter de ce mouvement. Alors, généralement, autre point, l'octroi d'une subvention par la CRMH ouvre la possibilité d'une subvention de la région. Mais l'accord au titre des MH en est la condition préalable, tout comme pour les immeubles d'ailleurs, puisque cette subvention de la région peut être conséquente, donc elle est importante. Je vous donne une information donc, que j'ai obtenue ce matin. Pour le mobilier classé, je vais faire encore autre chose, non, c'est
pas mis. Pour le mobilier classé, j'ai oublié de l'écrire, le taux d'intervention régionale peut atteindre un maximum de 30% de la base subventionnable, ça fait 20 plus 30. Le montant de la subvention donc de la région qui est plafonné à 20 000 euros, hein, il y a quand même un plafond. Le montant de la subvention, vous voyez, il est supérieur parce que la région vient compenser un peu le taux qu'elle juge faible de l'État. Donc c'est une mesure compensatoire. Pour ces travaux, les dépenses éligibles correspondent au coût des travaux et aux honoraires de maîtrise d'œuvre, hors phase préalable d'études. Donc vous avez les montants des travaux, les honoraires de maîtrise d'œuvre, sans les études. Ça c'est pour la région. Sachez qu'il faut programmer toute restauration à l'avance. En effet, il faut que les surfaces soient validées. Attendez, j'ai oublié quelque chose là. Je vous ai parlé du mobilier inscrit. Non. Et je ne vous ai pas parlé du mobilier classé pour la région, désolé. Le mobilier classé, le taux d'intervention régionale peut atteindre un maximum de 20% de la base subventionnable. Ça veut dire que vous avez 40% État, 20% région. Et là, par contre, un plafond à 15 000 euros. Pour l'inscrit, c'était 30, plafond 20 000. Et là, c'est 20, plafond 15 000. Ils ont moins besoin de compenser la marge de manœuvre de l'État. Donc, il faut, je reviens, il faut programmer votre restauration surtout à l'avance. Vous avez vu les faibles montants. Donc, en effet, il faut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut que les surfaces soient validées. Mais il faut aussi tenir compte du fait que la CRMH valide son budget à l'année N-1, vers le mois d'octobre. Alors, quelquefois, il reste des reliquats, donc n'hésitez pas quand même à nous demander si vous voyez que vous avez une restauration à faire dans l'année, et on voit si c'est possible. On voit en effet, en fonction des disponibilités financières et des priorités. La protection peut ainsi contribuer à la préservation de l'objet. Un autre avantage est l'aide apportée au titre du conseil scientifique et technique par des conservateurs des antiquités objets d'art et par moi. Donc la cellule de la CAOA est votre premier relais pour tous les conseils, que cela soit sur objets protégés ou objets non protégés. Je reste moi aussi votre interlocuteur, bien évidemment, parce que de toute façon, le patrimoine de votre église, de votre commune, de vos propriétés, relève de votre responsabilité, qu'ils soient protégés ou non. Lorsqu'ils appartiennent à des collectivités publiques, même s'ils ne sont pas protégés, ils font partie du domaine public. Et à ce titre, ils ne doivent pas être perdus ou mal entretenus. C'est toute la difficulté de votre mission, bien souvent. C'est pas évident. Surtout s'ils sont dans des combles et que vous en avez quelquefois, vous ne les connaissez pas. Vos différents interlocuteurs à la DRAC Île-de-France sont Aurore Armand, qui est chargée des autorisations de travaux pour les objets mobiliers. Alors elle peut vous aider à monter votre dossier, à préciser les procédures administratives et peut-être à vous aider à indiquer des aides au financement, sachant que nous connaissons surtout des aides au financement État, région. Et il y en a, et pour l'instant ce sont les seuls. Caroline Meige, qui est chargée des demandes de subventions pour les travaux sur objets mobiliers. Elle est aussi chargée des expertises pour certains objets particuliers, tels que cloches, orgues, harmonium, objets techniques et scientifiques, tels que avions, trains, etc. Sachez là que les montants alloués aux expertises sont très limités. On donne une certaine somme par an, et ils sont pour toute l'Île-de-France, et c'est très limité. Alors tout l'enjeu est donc maintenant de veiller à l'entretien régulier des édifices et des mobiliers qu'ils conservent pour éviter des restaurations lourdes et coûteuses. C'est vraiment un enjeu, essayer d'entretenir régulièrement votre mobilier, de le mettre dans des bonnes conditions de stockage. C'est primordial. Madame Aymar, j'avais une question, puisque nous sommes dans un département ou un diocèse où il y a 199 ou 200 églises communales, mais il y a aussi d'autres églises qui ont été construites après 1905, et un certain nombre ont été inscrites au patrimoine du XXe siècle. Est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour ces bâtiments
plus récent, puisque spontanément on pense, nous, d'abord à des objets ou à des bâtiments anciens. Oui, tout à fait, ce sont les mêmes règles en fait. Vous êtes, si c'est inscrit, en tant que monument historique, MH, donc patrimoine du XXe siècle, à ce moment-là, vous avez les mêmes règles. Le bâtiment ne veut pas dire que les objets sont protégés. C'est bien sûr la même chose. Il faut vraiment distinguer la protection immeuble de la protection objet. Donc sa demande devra être faite par le diocèse, par le curé, qui devra bien sûr s'accorder avec la commission d'art sacré. Donc vous avez les mêmes règles. Par contre, pour les églises qui sont labellisées patrimoine du XXe siècle, c'est différent. Ce n'est qu'un label, ce n'est pas une protection. Mais il y a quand même un suivi de la DRAC pour le label, sachant qu'il n'y a pas de règles, de contraintes pour les travaux.